OK, c'est parti. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Merci et bienvenue à cette discussion autour des relations plus saines dans le milieu du livre. C'est jusqu'à 14 heures. Je vous rappelle que c'est une période d'échange entre nous de 45 minutes. Puis ensuite, il y a 15 minutes avec les questions du public, le public ici d'abord, puis ensuite le public à la maison qui nous suit en virtuel. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous. Je m'appelle Claudia Larochelle. Je suis très heureuse parce que je porte plusieurs chapeaux aussi en même temps, puis c'est un sujet qui me touche avec ces trois chapeaux-là, c'est-à-dire journaliste, autrice, animatrice. Tout ça fait partie de mon quotidien et je suis particulièrement touchée par ces questions-là, particulièrement préoccupée aussi par les questions qui seront abordées aujourd'hui. Donc, voilà, je sais que peut-être plusieurs parmi vous ont reçu ce fabuleux prospectus de l'UNEC. Ça a été fait par l'UNEC, ici, vous voyez peut-être. C'est pour un milieu du livre exempt de harcèlement psychologique et sexuel. C'est plein de ressources, plein de renseignements. Puis en même temps, la discussion qu'on aura aujourd'hui sera remplie de ressources, de renseignements, de pistes de résolution. On va vraiment aborder plusieurs facettes de ce sujet délicat, mais ô combien essentiel, et vous allez comprendre pourquoi. Je vais présenter sans plus tarder mes invités qui ont la générosité d'être avec nous aujourd'hui. Elle s'appelle Mélanie Rivet. Elle est directrice générale de la Corporation du Salon du Livre de l'Outaouais depuis août 2019. Mélanie, tu as un parcours de gestionnaire culturel, d'autrice, de pédagogue en théâtre, d'artiste de la scène, de journaliste et de traductrice. Toi aussi, tu sais porter beaucoup de chapeaux. Tu es amoureuse des projets interdisciplinaires. Tu as présenté des performances et des conférences dans divers contextes au Québec, en Ontario, aux États-Unis et au Liban. Tu as animé des séries télé sur le domaine langagier et la création et tu t'es intéressée à la recherche-création ainsi qu'au monde de l'édition avant de plonger complètement dans la médiation culturelle et littéraire au sein du Salon du livre de l'Outaouais et de la Maison des arts littéraires de Gatineau. Bienvenue. Merci. Anne Minier-Lorrain, allô, bonjour. Allô. Tu es éditrice du Remue-Ménage depuis 2013. Tu es actuellement secrétaire trésorière de l'ANEL et présidente du comité spécial pour un milieu de l'édition sans violence sexuelle ni harcèlement. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. On a aussi Maître Angelica Bracalante. Oui. Angelica, tu es avocate et impliquée dans le développement des partenariats à l'Aparté. Tu as rejoint l'équipe de l'Aparté en 2021 en tant qu'avocate. Au sein de cette équipe-là, ta mission, c'est d'offrir une première assistance à toutes les personnes du milieu culturel qui feraient face à du harcèlement psychologique ou sexuel ou à de la violence aussi au travail. Tu participes également à la promotion de l'organisme et aux différentes activités de formation en éducation juridique dans un souci constant d'accès à la justice. Soucieuse de la défense des personnes vulnérables, tu t'es tournée vers le monde juridique dans le seul but d'aider. Tu es engagée dans le milieu culturel, notamment de par ton siège de secrétaire administratrice sur le conseil administratif de la compagnie de danse EBNFLO. Ebenflow, oui. Eh oui, Ebenflow. Et de par ton parcours personnel en tant qu'artiste photographe. Merci. Bienvenue, Angelica. Merci de m'avoir invitée. Isabelle Boisclair. Isabelle, tu es professeure en études littéraires et culturelles à l'Université de Sherbrooke. Tes recherches portent sur les représentations des identités de sexe, genre et des sexualités dans les textes littéraires contemporains, ainsi que sur la place des femmes dans le champ littéraire. Tu as publié Ouvrir la voie, le processus constitutif d'un sous-champ littéraire féministe au Québec, 1960-1990. Et ça, c'est paru chez Nota Bene en 2004. Tu as dirigé ou co-dirigé la publication de plusieurs collectifs, dont le plus récent, qui est Québec Queer. Ça, c'est aux Presses de l'Université de Montréal en 2020, en collaboration avec Pierre-Luc Landry et Guillaume Poirier-Girard. Tu as également co-signé avec Lucie Joubert et Laurie Saint-Martin, Mine de rien, chronique insolente aux éditions du Remue-Ménage en 2015. Et tu es membre du REQEF, Réseau québécois en études féministes, et du Comité international de la revue Nouvelles questions féministes. Bienvenue. Merci.
Et Stella Adjoke. Bonjour Stella, merci. Tu es une artiste multidisciplinaire de Montréal qui porte en toi tant les racines de ta mère québécoise polonaise, de ton père jamaïcain que celles de ton beau-père haïtien. Voilà. Dans tes chansons, tu passes du chant blues au slam électrique. Tu es aussi poète, écrivaine, comédienne, animatrice et bachelière en service social. Publiée dans 4 ouvrages collectifs, ton parcours atypique alimente fortement ton art de justice sociale. Tes écrits comme ta musique sont conçus dans une optique de guérison pour transcender les blessures, pour se libérer. Et tu as décroché en 2021 une résidence de création à la librairie Racine en partenariat avec l'Association des libraires du Québec et le Conseil des arts, des lettres et des lettres du Québec. Tu as sorti un EP, Mon Monde. Si on était à Tout le monde en parle, on écouterait un extrait. On ne peut pas, malheureusement. Mais ça, c'était en 2017. Et ça réunit 5 morceaux à la croisée de la soul, du Airbnb puis du blues. Alors, bienvenue, Merci. Stella. Merci beaucoup d'être ici, mesdames. On va commencer tout de suite. Moi, j'aimerais savoir, parce qu'on est dans un salon du livre, on est à cette 44e édition du Salon du livre de Montréal. Première édition avec des gens en chair et en os. Première édition, donc, au Palais des Congrès, en vrai, parce que l'année dernière, c'était plutôt virtuel. Et je me tourne vers toi, Mélanie Rivet, parce que, bon, tu es à la tête du Salon du livre de l'Outaouais. Qu'est-ce que les Salons du livre ont fait concrètement depuis, parce qu'il faut le dire, il y a eu, puis là, je ne l'ai pas mentionné dans mon introduction, mais je vais revenir là-dessus. Ce qui est arrivé, c'est qu'en juillet 2020, par un mouvement rassemblant plusieurs centaines de femmes et de personnes issues de minorités de genre, il y a eu des dénonciations de comportements malsains auxquels on est trop souvent confrontés. Et dans une lettre rendue publique le 15 juillet 2020, plus de 150 signataires s'adressaient directement à l'UNEC, un syndicat professionnel des écrivaines et des écrivains québécois, pour agir et pour faire changer les choses, parce qu'il y a trop d'exemples de comportements indécents dont ont été victimes des personnes. Et ça se passe souvent, on va le dire, dans des moments où il y a de la proximité. Là, on a comme une chance dans notre malchance, c'est qu'on est obligé de respecter une certaine distanciation, puis on a des masques, puis on est bien équipés. Mais quand même, il faut le dire, ça s'est passé déjà dans le passé. Je le sais, j'en ai été témoin. Puis toi, au Salon du livre de l'Outaouais, qu'est-ce que vous avez fait de concret en voyant que, ouf, il y a des dénonciations? Là, il y a une révolution qui s'installe. Oui. Bien, en fait, on avait commencé avant parce qu'en janvier 2020, à Gatineau, on a adopté une politique anti-harcèlement qui a été mise en place, déjà mise en œuvre en janvier. Parce que ça se parlait déjà, les différents directeurs et directrices de salon se parlaient déjà aussi. On voyait qu'il y avait des situations. Donc, on a déjà adopté une politique en janvier. Mais après que tout ça soit sorti, on s'est réunis en directeurs et directrices de salon de différentes régions du Québec et on a réfléchi ensemble sur notre posture. On a écrit une lettre d'ailleurs commune, conjointe, qu'on a fait paraître. Puis on s'est engagé à œuvrer pour rendre ces milieux de vie-là, les salons du livre, sains le plus possible dans la mesure de nos moyens, en travaillant avec les différents partenaires. Donc, déjà, il y a eu une prise de position claire des différents directeurs et directrices de salon. Et après, bien, on a travaillé ensemble à une politique commune, conjointe, qui pourrait être, dans le fond, utilisée par tous les salons. Donc, déjà là, c'est une politique. Mais après, en Outaouais, on est allé plus loin. On a intégré dans les contrats des auteurs et des autrices une clause qui dit que si vous vous trouvez vous apprenez que vous seriez en situation avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas à l'aise, la raison vous appartient. Donc, on sous-entend que c'est une raison importante. Donc, vous avez à le mentionner. Vous êtes invité à le mentionner à la responsable de programmation ou à la directrice générale. Et sans poser de questions, nous, on restructurera les contrats pour faire en sorte que vous puissiez quand même garder votre contrat, mais que vous puissiez ne pas être dans cette situation inconfortable-là. Donc, nous, on agit là où on peut et on l'a mis en action déjà. Malheureusement ou heureusement, en tout cas, on a eu à agir déjà dans ce sens-là et ça s'est très bien passé. Donc, on tente de poser des actions concrètes et adopter les politiques et de faire engager les gens dans cette voie-là concrètement déjà. Donc, depuis janvier 2020 à Gatineau et dans d'autres salons aussi depuis. Mais c'est pas évident, ça se vit à la pièce. Il y a des situations qu'on peut pas prévoir, il y a plein d'imprévus. On est content que le feuillet de l'UNEC soit sorti, on va le distribuer. Nous, en Gatineau, on a créé aussi des petites affichettes tolérance zéro ou harcèlement qu'on met un peu partout dans nos événements tout le temps. Donc, on pose ces actions-là de sensibilisation et d'outils d'information et d'accompagnement, finalement, avec l'écoute, dans le fond, puis en trouvant des solutions à la pièce, là. Oui, avec l'écoute et en trouvant des solutions. Justement,
Anne, du côté des éditions du Remue-Ménage, mais ailleurs aussi dans le milieu de l'édition, dans ta posture d'éditrice et d'observatrice du milieu aussi, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être mis en place pour justement améliorer ces relations-là, pour que les relations professionnelles du milieu du livre soient plus saines? De quelle manière est-ce que des associations pourraient prendre en charge aussi ces actions-là? Il y a tellement de choses à faire, là. Je pense qu'on est à l'an 1 ou en tout cas 0 de tout ce travail-là. Tu sais, l'été 2020 a été tellement bouleversant pour tellement de gens, pour le milieu du livre en particulier. Là, je pense que, tu sais, on a été abasourdis là, de la teneur, tu sais, de l'omniprésence et de la violence des propos qui nous ont été rapportés, qui ont été tous les témoignages là, qui ont déferlé là, pendant l'été 2020. Mais si je peux rebondir sur ce que tu as dit, Mélanie, à l'ANEL aussi, l'ANEL, l'association, tout le monde connaît l'ANEL. Les éditeurs de livres. Oui. on est entre collègues. En 2017, il y avait un premier comité qui avait été mis en place là, lors d'une précédente vague MeToo. Mais on s'était un peu heurté à à l'absence de prise de parole, mais on savait, tout le monde savait qu'il y avait énormément de personnes. Il y avait beaucoup de toxicité dans le milieu. Il y avait beaucoup de relations extrêmement tendues, discriminatoires et d'agressions qui n'avaient jamais été reportées, etc. Mais les gens, les victimes, les survivantes, n'osaient pas prendre la parole. Donc, c'est comme si le comité était là un peu en latence et ça a jamais vraiment pu débloquer. Tu sais, on faisait des tables rondes entre nous, mais je veux dire, ça donnait rien concrètement. Puis là, en 2020, c'est là que les langues se sont déliées. Évidemment, tu sais, pour les féministes, il n'y avait aucune nouveauté, il n'y avait aucun scoop, on était comme tout au courant. Là. Il fallait juste que la digue pète. Puis quand la digue a pété, c'est le milieu du livre qui n'était pas conscientisé qui a eu comme toute une claque, tu sais, au visage. Mais c'est parce qu'en plus, il y a de l'arriérage. Oui, mais c'est ça. Mais il y a toutes celles qui étaient là bien avant, mais qui ont refoulé. Exact. Bien, au moins, elles ont pu écrire. Aujourd'hui, ça se publie. Hein? On voit les textes qui sortent là, de personnes, justement, vulnérables, ou de femmes, ou de personnes vulnérables, justement, qui ont des choses à dire maintenant, mais qui ont conservé ça en elles pendant des années. Là. Ouais. La digue, c'est bon l'image que tu utilises, Anne. La digue a sauté, là, effectivement. Oui, complètement. Temps, là. Oui, qu'est-ce oui. qui a été... C'est le MeToo, c'est tout ce mouvement-là qui est parti aux États-Unis, mais qui en France aussi a été très fort, puis jusqu'ici. C'est ça qui a été oui, tout à fait. Mais tu sais, il y a eu tellement de vagues successives. Puis celle de 2020 en est une autre. Mais tu sais, dans le milieu de la culture au Québec, je pense que ça a été comme la saison, disons, de libération de la parole là, pour la culture, puis le livre. Mais le livre, je pense que, en tout cas, on pourra en revenir, là, mais par rapport à d'autres milieux culturels, le chemin n'avait pas encore été fait. Puis je pense que ça peut expliquer la violence ou en tout cas l'intensité de la vague qu'on a pris. Si j'ai l'impression. Oui. Justement, tu parlais de comité qui était là, mais qui était latent et qui, tout d'un coup, je pense, qui est très actif. Là. Et justement, la QSL s'est aussi impliquée, dans le fond, a participé à ces réflexions-là, puis est en train de mettre un comité en place aussi. Je pense que là, maintenant, il y a une espèce de dynamisation aussi entre associations beaucoup plus présente sur ces sujets-là, tu sais, qui est proactive, là, j'ai l'impression. Je pense pas que j'ai répondu à ta question, par contre. Non, au contraire, tout à fait. Puis on s'en va là, vers ça, de toute façon, parce que tu parlais de la singularité du milieu du livre, du milieu de l'édition. C'est un milieu particulier parce que, puis là, ça m'amène vers toi, Isabelle, quand on parlait de porosité du milieu, hein, cette notion de l'intersectoriel, de la responsabilité partagée. Plusieurs personnes
font plusieurs choses aussi dans ce milieu-là. Les relations sont particulières, les relations de pouvoir, les relations liées au pouvoir, entre autres. Ça aussi, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu de ça. C'est apparu avec beaucoup d'acuité quand on a rencontré le comité de l'UNEC, le comité hommes-femmes de l'UNEC, qui a un nom plus savant, le comité consultatif sur les questions sociales et éthiques dans le milieu littéraire, a rencontré le comité formé par l'ANEL. Et d'une certaine façon, à cause des imaginaires qui sont les nôtres, on a tendance à penser méchant éditeur va agresser jeune écrivaine. C'est une espèce d'image de cliché, mais d'image qui s'impose par elle-même, puis qui a des fondements réels aussi, en quelque part, parce que le pouvoir, de fait, un certain pouvoir est dans les mains de l'éditeur. Je vais te publier. On se souvient de Michel Brûlé, ce qui a été raconté à propos de Michel Brûlé, c'est « Viens, je vais te publier ». Donc, ce qu'il fallait faire, me semblait-il, quand on a rencontré l'ANEL, c'était d'établir qu'on n'est pas l'un contre l'autre et il faut résister à cette schématisation-là qui est une réduction parce que dans le milieu littéraire, beaucoup de personnes portent comme toi plusieurs chapeaux, tu as ouvert là-dessus, mais on peut être éditeur et auteur, on peut être éditrice et autrice et aussi éventuellement journaliste ou animatrice d'événements. Donc, ça souligne l'importance de concertation du milieu, d'une part, et puis aussi, en fait, cette réduction-là n'est pas juste rapport au cliché. Je dis qu'il faut ouvrir aussi dans le sens où, je veux dire, les agressions ne sont pas toutes en milieu hétérosexuel. Il y a des hommes qui agressent des hommes aussi, puis des femmes qui agressent des femmes, puis éventuellement des femmes qui agressent des hommes aussi. Donc, multisectoriel, mais aussi multidirectionnel, je dirais, parce qu'il faut réaliser tout ça. Puis quand on parle d'agression, on ne parle pas juste d'agression sexuelle là, ici. Là, il y a du harcèlement psychologique. Oui, du harcèlement psychologique aussi. Puis c'est toutes sortes de situations. Dans le groupe Facebook qui a été constitué à l'été 2020, dont Anne parlait à mots couverts, pratiquement, elle l'évoquait sans le nommer, mais sans le dire. Mais c'est ça qui frappe, la diversité des situations de harcèlement qui n'est pas toujours sexuel non plus, mais comment je dirais, je vais essayer de le dire comme ça, de façon très synthétique. Il y a beaucoup d'hommes qui, probablement par leur socialisation et par la culture dans laquelle on vit, pensent que les femmes sont leurs subordonnées. À bien des égards, de lectrice de manuscrits ou de... Ça va du... Veux-tu lire, veux-tu lire, veux-tu me lire, veux-tu me lire, à veux-tu coucher, veux-tu coucher, veux-tu coucher? Bon, je ne sais pas. Mais il y a une gradation entre tout ça. Mais tous ces cas de figure sont là. Et comme Anne le soulignait aussi ou l'évoquait, tout ça existe depuis longtemps. Tu l'as dit toi-même. Le refoulé est ressorti à l'été 2020. Mais il y avait une culture du silence qui a été levée avec le MeToo de 2017 et c'est arrivé dans plein de milieux ensuite, mais le monde du livre, il était temps que ça arrive là. Je me souviens quand on a sorti l'étude sur où en est l'égalité homme-femme à l'UNEC sur la littérature québécoise, une journaliste, Catherine Lalonde pour ne pas la nommer, quand elle me faisait parler du rapport et des résultats du rapport où on voit que dans bien des secteurs, les femmes sont désavantagées, elle me disait « Oui, mais... » on était en plein MeToo. La recherche a commencé à peu près en 2016. On l'a présenté en 2019. MeToo avait traversé ça, mais on n'y avait pas touché parce qu'on n'avait pas encore les outils peut-être pour le penser et le faire. Donc, à l'été 2020, là, c'était devenu presque incontournable qu'on se penche là-dessus à l'UNEC. Oui, et tant mieux. Parce que, imaginez la discussion qu'on tient aujourd'hui. C'est comme si elle avait eu lieu il y a ne serait-ce que 10 ans. Ça n'aurait pas été possible. C'était pas possible. On n'était pas là. Même dans la recevabilité. Parce qu'on parle, on est 5 femmes qui parlons depuis nos lieux, mais il fallait le recevoir aussi. L'UNEC, cet été, recevait des appels. Le directeur général nous en a fait part. Il recevait des appels. Les femmes parlaient entre elles dans le groupe Facebook. Mais elles disaient, oui, mais écris à un tel, écris à un tel. L'UNEC faisait ce qu'il pouvait avec les moyens qu'il pouvait. Les référait à l'aparté parfois. Mais ça, et là, je saute un peu, j'anticipe un peu, mais l'UNEC aimerait bien faire plus avec la révision de la loi du statut de l'artiste, si l'UNEC est reconnu comme un des syndicats des artistes, va pouvoir faire plus aussi. Et je pense que, j'ai dit concertation tantôt, mais je pense que c'est chacun dans nos milieux, les uns avec les autres, qu'on doit développer des ateliers de formation, de la sensibilisation, mais aussi des outils très concrets pour faire plus.
Ouais. Oui, tu as bien raison, Isabelle. Merci pour cet apport. Puis, on pense qu'on est bien lancé, là. Je pense qu'on... Il faut pas lâcher prise non plus. Tu sais, on dirait qu'il faut tout le temps... Tu sais, il y a toujours cette ligne de prudence aussi. Toujours garder avoir ça à l'œil, tu sais. Rien, pas perdre le fil, finalement. Stella, ton expérience à toi. Parle-nous de cette expérience-là dans le milieu, ce que tu as pu voir, ce que tu as pu réaliser en ce qui concerne justement la fragilité des rapports, le harcèlement qui peut être très menaçant. Toi, tu as vécu ça, tu as vu ça aller. Oui, bien, c'est ça. Moi, c'est sûr qu'au niveau du milieu du livre, je suis assez novice, si on veut. Moi, j'ai plus d'expérience dans le réseau en tant que travailleuse sociale aussi, où j'ai été médiatrice dans un organisme justement de justice alternative où on travaillait avec les adolescents à résoudre justement des processus dans la médiation au moment où il y a quelqu'un qui a été victime d'un acte criminel. Puis dans cette expérience, bien, j'ai pu un petit peu concevoir en fait qu'il y a une dynamique de violence. On peut le voir comme il y a des victimes, puis il y a le bourreau, puis on pourrait dire il y a des sauveurs. Ça, c'est un peu le triangle dramatique de Cartman. Mais dans cette expérience-là, c'était de voir aussi que quand ces personnes sont dans une dynamique, il y a une perte de pouvoir. C'est-à-dire que le bourreau peut, oui, harceler une personne, puis lui s'en sortir avec beaucoup de pouvoir. Puis la victime, elle, est en perte de pouvoir, en perte de repères. Mais au moment où, justement, il y a une dénonciation où le bourreau en question est comme responsabilisé dans son processus, bien, on réalisait en tant que médiation qu'à un moment, si les deux personnes pouvaient être un moment où ils peuvent se parler, échanger ensemble, il y avait une façon où la victime pouvait reprendre son pouvoir, le bourreau se responsabiliser, puis finalement avoir l'impression que la situation est dépassée, puis que même ça a peut-être eu un certain impact où la personne a eu une leçon de vie, ou en tout cas qui fait que cette dynamique-là peut-être venait de plus loin que l'événement en soi. Fait que moi, c'est sûr que dans toutes ces expériences, il y a un moment où je me suis questionnée de me dire pourquoi moi, je me retrouve souvent dans une posture où je suis harcelée. Est-ce que c'est ma condition de femme? C'est le fait que je suis noire au Québec? C'est peut-être tout ça, mais c'est peut-être aussi en lien avec moi-même, mes propres préférences dans ma propre famille qui fait qu'à un moment, j'accepte cette posture-là plus facilement que quelqu'un d'autre. Puis moi, dans mon parcours, j'ai eu justement à un moment affirmé que c'était pas la place que moi je voulais prendre, que nécessairement j'arrivais dans des groupes où on pouvait avoir certaines références de ce que je représentais. Puis je me retrouvais à vivre une posture de bouc émissaire ou à recevoir des charges des gens. Puis à un moment donné, à réaliser que, ben non, moi, c'est pas ma place, fait qu'il faut dénoncer ça. Fait que je pense qu'il y a... Dans toutes ces dynamiques qui sont très, très lourdes et insidieuses, il y a aussi cette réalité où il n'y a personne qui veut être étiqueté comme le mauvais. Fait que je pense que ça, c'est aussi une grosse problématique du fait qu'au moment où moi, j'ai vécu de l'harcèlement, je peux dire, toi, tu es mon harceleur, mais cette personne ne veut pas nécessairement avouer que c'est ça qu'elle est en train de faire ou c'est pas... Fait que ça perpétue cet harcèlement-là. Fait que moi, ma question, peut-être que vous attendez que j'amène certaines réponses, mais en fait, j'ai plus de questions que de... C'est parfait parce que c'est ça, mais on va avoir des questions, puis on va essayer d'avoir des réponses. Oui, c'est ça. Mais dans le sens où est-ce que dans cette dynamique où on réalise que moi, je veux dire, la dynamique que je vois dans le milieu du livre, je l'ai vue dans le milieu de la musique, je l'ai vue dans des centres communautaires, je l'ai vue dans des groupes de militants, je l'ai vue partout. Je l'ai vue dans ma propre famille. Oui. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, OK, d'où on vient? C'est quoi qui nous forge comme référence? Qu'est-ce qui fait qu'on voit une situation, puis là, on a l'impression qu'il faut la régler immédiatement, qu'il y a quelqu'un qu'il faut qui vienne aider les victimes? Moi, je suis contente de voir, en fait, dans justement le processus de MeToo, où il y a des gens qui se sont regroupés pour avoir une voix qui est plus forte, pour pouvoir justement avoir on entend. Parce que l'humain, il est quelqu'un qui cherche à suivre le pouvoir aussi.
Fait que c'est ça aussi, la dynamique qui fait qu'il y a certains événements où on peut être témoin qu'on se rend compte que quelqu'un est à côté de la plaque ou qui est menaçant, puis on va garder le silence parce que c'est le boss de la table ou c'est la personne qui, justement, a le pouvoir dans l'organisme ou qui fait que, bien, on se sent pas légitime de contrer ça sur le coup. Là, en coulisses, on va dire, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure, tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que quand ça l'arrive, on reste paralysé? Qu'est-ce qui fait que quand ça l'arrive devant nos yeux, il n'y a pas immédiatement quelque chose qui fait en nous, ben non, ça, c'est pas acceptable. Tout de suite, comment on fait, comment ça se fait que ces dynamiques-là traînent puis finissent par pourrir? C'est ça un peu le... Là, ce que tu veux dire, Angelica, c'est qu'il y a aussi cette sororité-là. Stella, excuse-moi, je t'appelle Angelica, je vais aller vers Angelica tantôt, mais il y a cette espèce de sororité, en fait, cette communauté, la force de la communauté qui a permis un peu, justement, de briser la digue. Hein? Ça, c'était important, c'était essentiel au cœur de tout ce mouvement de dénonciation, Angelica. Oui. Probablement que s'il n'y avait pas eu ces premiers rassemblements-là, cette force du groupe-là, je pense pas qu'on en serait arrivé à avoir des victimes qui se tournent vers vous à l'aparté, puis c'est un peu ça le but aussi. Oui, exactement. À l'aparté, ce qu'on se rend compte, c'est que quand il y a de la dénonciation, souvent ça se fait en petits groupes d'abord, soit par des groupes Facebook, ce qu'on a beaucoup vu dans le milieu littéraire, et il y a comme un besoin pour une personne qui vit de se faire dire « oui ». Tu vis quelque chose qui n'est pas correct. Parce que souvent, la position qu'on voit, c'est que les personnes ont envie de nier et de se dire non, c'est pas grave, je vais passer à autre chose. Il y a comme une escalade finalement. C'est ce qu'on faisait avant, là. C'est ce qu'on faisait beaucoup avant et qu'aujourd'hui on ne tolère plus. Et heureusement, parce qu'on a comme des alliés de plus en plus pour nous aider là-dedans. Puis, tu sais, c'est vrai que dans le milieu du livre, c'est une hécatombe, c'est 30% à peu près de nos dossiers. C'est beaucoup. Attendez, 30% de vos dossiers culturels, c'est le milieu du livre. Oui. Ben, le milieu littéraire. Oui. Ben, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et vous l'avez dit, ça a été aussi la vague de dénonciation de 2020 qui a beaucoup joué dans la balance. Puis à l'aparté, on a un peu une démarche où on est ravis de collaborer, que ce soit avec l'UNEC, avec l'ANEL, avec le Salon du Livre, parce que s'apprend d'avoir une approche qui est multidisciplinaire. On ne pourra pas régler le problème juste par le judiciaire. On va devoir le régler avec les gens du milieu qui vont être... des alliés, parce que ce qui se passait avant, c'est que les personnes ne savaient pas à qui dénoncer. Nous, on n'existait pas avant 2018. Bien, parce que aussi, on ne savait pas à qui dénoncer, mais on ne savait surtout pas ça allait être quoi les retombées. T'sais, après, est-ce qu'on va travailler encore? Est-ce qu'on va être appelé? C'est des métiers fragiles, déjà qu'on est sous-payé pour faire ce qu'on fait. Est-ce qu'en plus, on va tout perdre, réputation? Est-ce que c'est le prédateur qui va remporter encore une fois? Exactement, oui, tout à fait. Puis, j'ai pas de mal à vous dire qu'une des clés, quand il y a un cas d'harcèlement ou d'agression, l'autre personne va souvent faire une demande en diffamation et demander beaucoup d'argent, ce qui est souvent affligeant pour une personne qui vit ça. En plus de vivre ça, elle va avoir comme une demande en justice contre elle pour diffamation parce qu'elle ose parler. C'est comme la double peine. C'est vraiment difficile. Puis ce poids de la culpabilité, il ne devrait pas être sur la personne qui parle. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un changement dans notre culture, dans notre façon de penser depuis MeToo. Puis tu sais, pour te répondre aussi à ce que tu disais, c'est vrai qu'on a peur des mesures de représailles. Puis un témoin n'a pas l'obligation légale d'agir, mais après, on peut se poser la question de, en tant qu'être humain, est-ce qu'on aurait l'obligation d'agir? On ne veut pas être la mauvaise personne qui va dire oh, « arrête de dire ça » ou faire de la police. Mais c'est vrai que là, en ce moment, je trouve que le fait que tout le monde s'est mis à parler, les comportements commencent à... On sait ce qui est tolérable de ce qui ne l'est pas et sous couvert de la liberté artistique, c'est fini. Ça, je veux dire, maintenant, on sépare bien la personne, on ne sépare plus la personne de l'artiste. Donc, je pense qu'il y a un vrai changement. C'est quand même très positif. Puis juste avant de passer aux questions suivantes, je veux juste savoir, Angelica, mettons, là, quelqu'un vit quelque chose en ce moment. Qu'est-ce que tu lui conseilles qu'est-ce que tu conseilles à cette personne-là de faire? On appelle à l'aparté? Oui, vous pouvez appeler évidemment à l'aparté. Nous, on travaille avec d'autres ressources, dont le GACE, qui, eux, vont être des psychologues et des intervenants sociaux. Surtout si vous vivez, mettons que c'est une agression sexuelle ou de l'harcèlement sexuel, ça peut être intéressant d'avoir d'abord une écoute psychologique.
et ensuite passer par nous à l'aparté où on va avoir une approche d'écoute, certes, mais on va être un peu en mode on veut vous accompagner, on va prendre votre problème. On a envie d'enlever ce fardeau-là à la personne, qu'elle n'ait pas juste ça à gérer. On est des avocats, on est là pour défendre. Puis c'est ça qu'on fait à l'aparté, c'est que nous, quand on a une requérante ou un requérant qui vient nous voir, on lui dit « ton problème, ce n'est plus le tien, c'est aussi le nôtre ». Donc on va travailler ensemble, on va penser à des recours. Puis, on parlait tantôt d'essayer de changer la loi sur le changement de l'artiste, mais c'est une des choses qui est primordiale parce qu'effectivement, nous, ça nous enlève des recours. Quand la personne est travailleur autonome ou elle n'est pas salariée, elle n'a pas toute la panoplie de recours qu'une personne salariée dans un bureau aurait. Donc, c'est à nous aussi d'essayer de penser à d'autres types de recours. C'est parce que ça limite cette personne-là. Oui. Elle est moins armée, encore une fois. Oui. L'argent, c'est du pouvoir aussi là, pour les victimes. Puis quand elles sont désarmées, ces victimes-là, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'être défendues ou elles se sentent moins équipées, mais c'est sûr qu'elles perdent leurs ailes pour s'envoler puis aller vers une liberté par la dénonciation. Y avait-tu quelqu'un? Oui, j'ai une question. Supposons que moi, je suis autrice, justement, je sors du salon, c'est pas arrivé, là, c'est vraiment une histoire fictive. J'ai été harcelée, je vais vous appeler, mais là, je me dis, OK, te nommer psychologue, ça coûte des sous. Te nommer avocat, ça coûte cher. Donc, déjà, moi, je vois une facture augmenter. Je suis travailleur autonome, je fais juste ça dans la vie, mettons écrire, OK? Est-ce que c'est vrai que ça va me coûter cher si je fais appel à vos services? Nous, c'est gratuit. C'est ça, il faut l'entendre. C'est pour ça qu'on essaie de faire de la promotion. Super important. Je veux bien le répéter, l'aparté, c'est gratuit. Merci. Et on n'a pas de limite d'heures. C'est-à-dire que merci. si ça me prend 50 heures de travailler sur votre dossier, ce sera 50 heures. On a la chance d'avoir l'UDA et le ministère de la Culture qui nous ont financés pour ça. C'est un vrai soutien et non, on n'a aucune limite. Et également, le GAZE, c'est gratuit. Donc, ces nouvelles ressources... C'est quoi le gaze? C'est des ressources pour aider les personnes qui vivent de l'harcèlement psychologique ou sexuel. Et puis, c'est surtout des intervenants psychosociaux vraiment armés qui vont pouvoir faire de l'écoute active et ensuite aider dans les premières démarches et nous référer ensuite parce que une personne qui se sent blessée, est-ce qu'elle a envie de parler tout de suite à un avocat? On a un peu l'image de l'avocat comme... Mais vous, on aurait envie... Oui. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais c'est sûr que l'image d'avocat, il faut qu'on la travaille aussi parce que... Mais c'est pour ça, c'est vraiment une ressource. On travaille toujours ensemble de toute façon. Puis Jury Pop, vous êtes comme un comité de Jury Pop? On est un projet de Jury Pop. Okay. Donc, c'est comme notre entité, notre structure. Mais Jury Pop et l'aparté, on est ensemble. Je veux dire, c'est la même chose. OK. D'où la gratuité aussi en arrière de ça. Oui, et surtout l'accès à la justice. Parce que c'est ça, tous les projets de Jury Pop, c'est vraiment l'accès à la justice. Puis ça, c'en est un, mais c'était vraiment pour le milieu culturel. Puis on a voulu un petit peu le séparer aussi avec un autre nom qui est l'aparté. Isabelle, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bien, Angélica, tu parlais de la double peine pour les victimes quand l'agresseur les poursuit, par exemple, en diffamation. Je dirais presque que c'est la troisième peine, une triple peine, parce que la deuxième peine, on la voit pas souvent, mais beaucoup de femmes en ont témoigné dans les groupes Facebook et ailleurs. Puis je tiens à la souligner, je tiens à le dire parce que ça, on ne l'imagine pas. Si on ne le sait pas, on n'imagine pas que ça existe. Mais il y a quelque chose qui est réactivé, quelque chose de l'ordre du trauma ou du mauvais souvenir qui est réactivé parce que ce sont des métiers publics. À chaque fois qu'une victime voit la photographie de son agresseur sur la une du cahier du devoir. Des prix parce que... Recevoir des prix, être interviewé à telle émission de télé, à la radio, passer souvent à l'émission de Marie-Louise Arsenault et tout ça. Donc, la présence médiatique, et c'est ce qui... Le MeToo, c'est ce qu'il y a... Le MeToo est médiatique avant tout parce que... Et c'est parce qu'il y a du pouvoir dans les médias. Il est né à Hollywood. Puis c'est vrai qu'il y a plein de femmes hors de ces carrières-là, qui ont vécu des agressions sexuelles, mais une des choses dont elles souffrent moins, peut-être, parce que je sais qu'elles souffrent et je ne veux pas nier leur trauma, mais c'est qu'elles ne voient pas constamment leur agresseur sur toutes les pubs ou, en tout cas, sur tous les écrans aussi non plus. Et ça, moi-même, je ne l'avais jamais imaginé, mais quand des filles en ont témoigné, puis on savait, nous, qu'il y avait qu'un tel était un agresseur, disons présumé pour ne pas choquer personne, bien, on le voyait bien qu'il était partout. Là, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait, mettons? Puis c'est un bon point. Puis là, je mets mon chapeau de journaliste parce que je veux savoir quoi faire quand ça va arriver des choses comme ça. Mettons, je veux pas me... Tu sais, je fais une émission. J'invite
des écrivains à mon émission. Puis là, j'entends des affaires sur tel écrivain. Mais je l'invite-tu? Je l'invite pas? Tu sais, c'est là. Puis là, je me mets à la place de mes collègues aussi, journalistes. Qu'est-ce qu'on fait avec des rumeurs, des choses qui ont été dites? Sur quelle base on va canceller cette personne-là? Moi, c'est là où je sais pas quoi faire avec ça, ces informations. J'ai rien à te suggérer parce que c'est difficile en Simonac. Parce qu'effectivement, tomber dans la culture de la cancellation, c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Cette personne-là a le droit d'écrire et de faire carrière en littérature. C'est juste... Il faut juste mesurer la souffrance de la victime. Mais comment l'alléger, je ne le sais pas. Puis si la victime vient pas vers moi, tu sais, si la victime vient pas vers moi, que c'est comme des rumeurs, du potinage de salon, tu sais, mais si la victime vient jamais me le dire à moi. Si la victime vient me le dire, moi, c'est sûr que je vais... OK, on va en genre... OK, mais oui, OK, garde, c'est sûr que moi, je Toi, tu vas faire tes choix en tant que journaliste. Oui. Je pense que c'est ça qui va se passer. Si tu es au courant de première main, tu feras tes choix. Tu peux l'inviter ou pas. Et si tu peux l'inviter, tu peux lui accorder moins de place que ce que tu prévoyais. Ou il y a plein de possibilités, mais je pense que... C'est la même chose dans les salons du livre. Hein? C'est ça, quand toi, t'as des histoires qui te viennent aux oreilles comme ça. Si je connais quelqu'un qui est dans le groupe Facebook, justement, qui témoigne quelque chose, puis par respect, me dira pas, mais en fait, je finis par entendre, finalement... un tel, une telle, peut-être pas trop, tu sais, mais là, OK, j'agis comment quand on fait la programmation du salon? C'est super délicat. Tu sais, on va être éthique, on va être professionnel. C'est une question qui se repose régulièrement, puis c'est quasiment à la pièce que ça se passe. Quand c'est public, quand il y a des recours légaux, c'est facile. Quand les victimes nous contactent, c'est facile. Quand nous, on en est témoins, c'est très facile. Mais quand c'est pas comme ça, c'est vraiment un questionnement constant. Puis là, bien, légalement, si on brise un contrat avec quelqu'un, mais il y a comme pas de raison, tu sais, on a toujours ces enjeux-là. Si le contrat est déjà signé, puis qu'on l'apprend après, comment on agit? Jusqu'à maintenant, comme j'ai dit tantôt, on a divisé les gens pour pas les mettre en présence. Mais c'est ça, c'est vraiment touché. Nous aussi, s'il y a des réponses à ça... C'est sûr qu'il faut penser à des gestes de réparation, réparer. Hein? Je pense que vous travaillez dans ce sens-là aussi à l'aparté. Oui, exactement. Comment vous faites ça, la réparation à l'aparté? Ouais? Quand il y a un recours, c'est sûr que c'est plus simple parce qu'on peut aller, mettons, demander au juge des dommages moraux ou punitifs. Par exemple, quand il y a de l'harcèlement discriminatoire, on va se tourner vers la Commission des droits et libertés. Ça, c'est un super recours. Quand la personne est salariée, il y a la Commission des normes du travail. Mais quand il n'y a aucun recours, c'est vrai que ça peut être des recours civils où on essaye, c'est ça, d'aller demander des dommages. Mais l'argent, est-ce que ça répare tout? Je ne crois pas. Puis, vous soulevez vraiment un bon point, c'est que c'est difficile aujourd'hui légalement de dire... Oh, j'ai une rumeur sur telle personne, mais je n'ai pas de preuves tangibles. Est-ce que j'arrête le contrat? Oui, on n'a pas les réponses, effectivement. Surtout, vous l'avez dit, avec la culture de la cancellation qui est un peu venue contrecarrer le mouvement MeToo. Et aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler. Donc, le débat, on est en plein dedans. J'ai malheureusement pas de réponse par rapport à ça à vous apporter. C'est du cas par cas. Anne, peut-être? Oui, j'ai malheureusement pas de réponse. Bon. Mais sans avoir de réponse, j'ai par contre une posture, en tout cas, j'imagine que c'est la vôtre aussi, mais une posture de perpétuel, inconfort ou questionnement, ou en tout cas ce qu'on nomme comme des rumeurs ou du potinage, de prendre ça littéralement au sérieux, puis d'être vraiment consciente et conscient de notre responsabilité, puis de notre pouvoir, entre guillemets, aussi, mais c'est ça, de prendre... aussi de mesurer que, comme éditrice, comme éditeur, comme journaliste, comme programmatrice, programmateur, on a une obligation sans intervenir nécessairement, mais on a une obligation de faire quelque chose, d'agir. Puis ça, c'est, si on se rapporte à l'été dernier, quand le comité d'éditrice a été formé à l'ANEL, ça a été une des choses, je crois, qui nous a beaucoup, pas étonné, mais en tout cas, a beaucoup résonné pour nous, justement, cette obligation d'agir-là, en tant que, dans ce cas-ci, éditrice et éditeur. Donc, on entend des choses, mais c'est pas sorti du groupe Facebook secret. Une l'a dit à un, qui l'a dit à l'autre, et là, c'est venu aux oreilles de la personne qui prend les décisions. Que faire? Oui, il faut faire quelque chose. Même si on ne sait pas c'est qui la victime,
sais, tout ça, dès qu'il y a un soupçon, une ombre de quelque chose de foncièrement problématique, il faut agir. Puis là, dans l'action, il y a une panoplie de choses à faire, mais je pense que la clé, c'est toujours de penser à la victime, à la personne survivante en premier, puis de dire, bien, cette personne-là, est-ce qu'elle veut que j'entre en communication avec elle? Est-ce que... ou pas? Est-ce que... bien, c'est ça, des actes de réparation, entamer quelque chose peut-être pour... si le tort a été fait, c'est-à-dire la personne a déjà été invitée à la barre de l'émission, mais on n'était pas au courant, bien là, de faire comme Isabelle le mentionnait, une réparation, ou en tout cas, ça peut être une lettre, ça peut être une rencontre. Je pense que la clé, c'est le dialogue, c'est l'ouverture, puis c'est ça, une posture d'inquiétude ou d'inconfort ou de toujours se dire, ben, tu sais, on peut avoir bien des surprises, là, puis même, tu sais, si je peux parler pour Remue-Ménage, pour notre maison d'édition, tu sais, on en a vécu des choses très difficiles, très complexes. C'est pas parce qu'on est une maison d'édition féministe qu'on est... épargné. Qu'on est épargné, exactement. Donc, je pense que ça arrive dans tous les milieux puis dans toutes les maisons d'édition aussi. Oui, parce que là, puis il y a aussi des maisons d'édition qui publient beaucoup de collectifs. Puis là, les collectifs, il y a bien du monde. Puis là, ça veut dire multiplier les chances d'avoir des potentiels agresseurs qui publient dans... Plus il y a de monde, plus... Bon. Puis là, à un moment donné, tu sais, je me demande comme éditrice ou comme éditeur, dans quelle posture il se situe. Est-ce que à un moment donné, tu censures des personnes dans tes collectifs? Comment ça se passe si tu publies un collectif, puis là, à un moment donné, 2 semaines après, tu apprends que la personne que tu publies dans ton collectif, il aurait été violent ou vulgaire à l'endroit d'une autre autrice. Qu'est-ce que tu fais avec le texte dans ton collectif? Tu fais un mea culpa, tu retires le texte, tu retournes en édition, Je sais qu'il y en a qui ont eu des problèmes comme ça, là. Oui. Ben, ouais, c'est... Tu sais, en tout cas. Oui, on l'a vécu de plein fouet, là. Je ne rentrerai pas dans les détails, là. Mais oui, je pense qu'il y a des moments où il faut prendre des décisions hyper difficiles, puis il faut trancher. Tu sais, on ne peut pas laisser des situations à demi... c'est ça. Il faut prendre le temps là, de bien se questionner, mais il faut aussi agir, puis il faut trancher. On a beaucoup à apprendre. Hein? On l'a dit tantôt, c'est une culture du silence quasiment séculaire, millénaire. Et on commence à peine à parler. On va se tromper. Mm-hmm. Ouais. On va faire des erreurs, on va faire des gaffes. Ça va être tout croche parfois. Mais des fois, ça va fonctionner. Des fois, on va être bon, puis on va être bonne. On va trouver des solutions. Je regarde, tous les milieux ici s'y mettent. On va en trouver des solutions. Mais il faut vouloir se faire confiance. Il faut compter sur la recevabilité encore. Pour l'instant, il y a peu d'hommes qui semblent fermés, en tout cas. Puis oui, je cible les hommes parce que oui, c'est un mouvement féministe, puis on sait que séculairement, justement, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont été fermés au féminisme. Mais ça change quand même. Ça change, c'est ça. Je parlais de recevabilité. On est reçus, les femmes sont reçues, le discours des femmes est reçu. C'est sûr que MeToo, il y a peut-être beaucoup de gars qui ont entendu leur blonde dire MeToo. Ça a touché beaucoup le cœur des gars, peut-être. Mais je veux juste ajouter une petite chose aussi. C'est des gens du monde qui sont dans la salle ici. Et je veux un peu rassurer tout le monde. Là. Je parle du groupe Facebook depuis tantôt, mais la façon dont c'est fait dans le groupe Facebook, c'est pas du tout des dénonciations sauvages. C'est pondéré. Tout le monde se soucie de l'éthique. Il y a une grande confidentialité qui est demandée à chacun et à chacune. J'ai pas vu de cas de coulage. Il y a beaucoup de respect, puis je pense que les filles sont là surtout pour s'écouter et s'épauler et, se faire du bien entre elles. Mettons, je prends... Comme journaliste, moi, j'ai essayé d'aller sur cette page-là. Ça a été bien compliqué. Puis en plus, j'ai 2 chapeaux, puis j'avais des choses à partager. Sur quelle base on accepte quelqu'un puis on n'accepte pas quelqu'un? Moi, on ne voulait pas m'accepter, ou en tout cas, j'allais passer comme une espèce de test là, de Vox Populi. Là. Les gens allaient en tout cas voir si je pouvais être admise dans cette page-là parce que je suis journaliste, puis on avait peur de... T'sais. Alors que moi, je voulais aller là aussi justement pour avoir mes antennes, pour pas inviter certaines personnes qui seraient soupçonnées ou qui seraient accusées sur ce groupe-là. C'est ça aussi, là, il y a moi, je veux savoir comment me situer. Puis c'est quoi cette page-là? Parce que là, les gens vont se dire, c'est quoi cette page-là? C'est un groupe Facebook secret, vous le trouverez pas. C'est ça, là, déjà, hein? il faudrait le dire. Mais moi, je ne peux pas répondre à ta question, comment ça que tu n'as pas été acceptée, parce que je ne suis pas admin du groupe, là, mais les administratrices
ont sûrement déjà présenté leurs règles, et je m'en souviens plus. Là. Il y a des règles, c'est ça, là, parce que, oui. J'aimerais juste intervenir. On parle, c'est un mouvement féministe avant tout, tout ça. Mais dans les dernières semaines, j'ai été confrontée à 2 situations où c'était des hommes. Des hommes par des hommes cette fois-ci, mais quand même. Ah, oui. Et ça m'a vraiment shaké, moi. Ça m'a fait réfléchir énormément. Puis je voudrais juste qu'on se rappelle de rester aussi alerte à ça, parce qu'ils vont être, d'après moi, ils vont encore avoir autant de misère, sinon plus de misère à sortir puis à dénoncer, parce que c'est pas les premiers à qui on pense, c'est pas les premiers qu'on nomme, puis tout ça. Fait que je pense qu'il faut aussi faire attention à cette autre... Tu l'as dit au début, tantôt, Isabelle, je le sais, mais je veux juste qu'on se le rappelle aussi dans nos milieux, qu'on soit aussi avec nos antennes envers ces hommes-là, qui sont souvent des jeunes hommes, mais pas nécessairement non plus. Là. Toutes les personnes vulnérables aussi, dans toutes sortes de situations. Effectivement, c'est bon. Est-ce que, Stella, est-ce que tu as eu accès ou tu as eu recours justement à des forums, des groupes privés comme ça? Dans le milieu de la culture, est-ce que c'est une option de se tourner vers ces groupes-là? Bien, je pense que oui, hein. Puis je pense que justement, c'est un peu la question de se dire, ah, mais qu'est-ce qui fait que Facebook semble aussi sécuritaire pour plein de gens de pouvoir aller parler de certaines choses où ils vivent? Puis c'est sûr qu'il y a plein de groupes où on peut aller essayer de régler beaucoup de choses. C'est juste que moi, la dynamique que je perçois, c'est que des fois, bien, les gens se livrent dans ces groupes-là en espérant peut-être un certain support. Ils peuvent en avoir, mais c'est assez limité quand même, du fait que, bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent venir supporter tout ça, mais après, qu'est-ce qui se passe après? Comment on résout les situations? Puis en termes de réparation, hein, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent à ce que la dynamique cesse. Fait que c'est oui de dénoncer, mais on espère que ça l'arrête. Puis on est quand même dans des réalités, justement, bien, on a vu... des gens avoir des absolutions conditionnelles, puis tout le monde, on est comme au courant, que c'est comme, mais voyons, l'impuissance aussi qu'on vit tous en collectif. Fait que c'est ça, je me dis, comment on pourrait offrir des lieux, c'est-à-dire que des lieux qui pourraient être vus comme un espace Facebook, mais dans le vivant aussi, là. C'est un peu ça, moi, Mais l'aparté, ça peut pas être un lieu, justement. Oui, c'est un lieu, puis c'est la relation avocat-client, donc c'est confidentiel. Puis je pense que ce qui est intéressant de tout ce que vous dites, c'est qu'il faut savoir que la justice, elle est toujours un petit peu en retard par rapport à la société. On l'a vu, à chaque fois, ça prend un mouvement historique, ça prend une rébellion pour que le système judiciaire se mette à penser. Puis je pense que vous l'avez tous vu hier, mais à l'Assemblée parlementaire, à l'unanimité quand même, ça a été déclaré qu'il y aura un tribunal spécialisé pour les violences sexuelles. C'est une victoire. Peut-être que ce sera un essai-erreur, peut-être que ce ne sera pas parfait, mais s'il n'y avait pas eu le mouvement MeToo, est-ce que ça aurait existé? Je ne pense pas. Donc, toujours se dire qu'il y a toujours ce petit mouvement de retard où nous... Et effectivement, on l'a vu avec notamment l'affaire Gilbert Rozon. Ce qui s'est passé, c'est que le système criminel, c'est hors de tout doute raisonnable. On n'est pas comme au civil, là, on fait la balance des proportionnalités. On peut croire les victimes, mais si on a un doute, on la quitte. Et c'est ça toute la difficulté aussi. Et ouais, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se faire, mais on a toujours ce petit pan de retard. Mais après, nous, en tant qu'avocats, on essaye, avec toutes les ressources qu'on a sur la table, d'être là et d'offrir... tu parlais de moyens de réparation. Effectivement, des fois, juste une lettre d'excuse, on le voit que ça aide. Ça aide. Juste une reconnaissance de « oui, ce que j'ai fait, je suis désolée », ça peut avoir un... Ouais, ça peut être réparateur, puis... Et pas nécessairement public, la lettre. Non, exact. Parce que aussi, on a vu ça, en public, tout ça, mais ça peut être aussi en privé, quelque chose exact, qui se fait, oui. Surtout quand c'est de l'harcèlement... ou pas forcément de l'harcèlement, des fois, ça peut être juste une incivilité assez grave. Ça a ébranlé la personne, mais juridiquement, mettons que c'est pas de l'harcèlement, c'est juste une incivilité, une lettre d'excuse, ça peut être super, puis... Ouais. Isabelle, c'était bon ce que tu disais, on cherche des solutions, on est là-dedans, on est vraiment à tâtons, là, essai-erreur, mais au moins, on est en là. voie. Au moins, on est là. Ouais. C'est ça. On est là, puis...
seulement la journée comme aujourd'hui aussi, dans le cadre de la journée professionnelle du livre, du Salon du livre, je trouve que c'est un autre pas. Comme il y a des pas partout, il faut le saluer, tout ça. Là. 6 femmes qui parlent de harcèlement là, comme ça, là, tu sais, il y a 10 ans, on aurait vu ça comme un cercle de sorcières. MeToo, mais à MeToo, lors de MeToo, on nous demandait souvent qu'est-ce que vous escomptez comme retombée. Il y en a beaucoup qui disaient il va y avoir un backlash, il va y avoir un backlash. Moi, j'étais plus confiante que ça, puis je suis contente de voir. Il va y en avoir toujours des backlash, peut-être ici et là, et des retours. Mais des retours en arrière et des retours. J'y crois pas là-dessus, en tout cas. J'y crois pas parce que là, on a fait trop de chemin. Simone disait oui, il ne faut jamais s'asseoir sur nos lauriers. Ouais. Mais on a fait beaucoup. Moi, une chose qui m'inquiète, une petite inquiétude, mais quand même, tantôt, Angelica t'a parlé de votre financement à l'aparté, mais il me semble avoir lu quelque part qu'il était là jusqu'à fin mars. Oui, on est en discussion. J'espère qu'il va être renouvelé parce que c'est super important. Ce que là, oui. Sinon, vous nous appelez, puis on va sortir. Avec des pancartes. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a des micros de chaque côté qui seront nettoyés. De chaque côté, oui, allez-y. Vous pouvez vous nommer, puis votre pédigree, puis vos affaires. Vous êtes vacciné? C'est bon. Ah oui, Je suis aussi proche du micro pour que ça devienne. Bonjour, donc Julien Lefort-Favreau. Moi, j'ai une question peut-être pour l'avocate dans la salle, puis peut-être pour Anne aussi. Mais là, la question, en fait, c'est comment on peut donner des dents aux éditeurs pour être capable de se rendre, ou aux journalistes peut-être, pour se rendre au bout de leurs convictions. Parce que là, il y a quand même des obstacles légaux importants. Par exemple, si un éditeur veut canceller un auteur pour des raisons légitimes, qui peuvent être même parfois un peu plus que de l'ordre de la rumeur, mais quand même, quand on est encore dans la zone de la présomption d'innocence, comment on peut faire pour canceller quelqu'un? C'est une question aussi pour une directrice de Salon du livre, sans s'exposer à des poursuites. Parce que c'est une réalité aussi, c'est-à-dire qu'il y a la question de la responsabilité éditoriale, avec qui un éditeur ou une éditrice veut travailler, avec qui une directrice de Salon du livre veut travailler, qui elle veut inviter. Ça, c'est votre liberté, comme directrice de Salon du livre, de dire non, j'invite pas telle personne, c'est pas... Un salon du livre, ce n'est pas démocratique. Vous avez le droit de ne pas inviter quelqu'un. Mais après ça, on peut s'exposer aussi à des poursuites en diffamation parce qu'on peut... ces différentes institutions ou journalistes ou médias peuvent se faire accuser de nuire à la réputation de la personne. Donc, comment on peut gérer ça sur le plan juridique puis sur le plan professionnel aussi, en l'inscrivant aussi dans les règles de l'UNEC, de l'ANEL, pour, donc, en quelque sorte, donner encore plus de dents aux victimes pour que, justement... Après ça, ces personnes-là ne continuent pas à être dans l'espace public, pas parce qu'on leur défend l'espace public, mais parce qu'il y a des endroits où on peut choisir de ne pas inviter ces personnes-là. Donc, c'est comme une zone un peu complexe. Puis je trouve que ça expose beaucoup les éditeurs, les éditrices. Au Québec, il y a énormément de revues de création, des revues d'idées, où est-ce que beaucoup d'auteurs, on a parlé des collectifs, comme ça a été le cas chez Remue Ménage, mais il y a plein d'endroits où il y a beaucoup d'auteurs, plusieurs fois par année, qui paraissent. Donc, comment on peut faire pour aménager cette zone-là entre la responsabilité éditoriale, puis la censure, puis s'exposer aux poursuites de diffamation? Tu pourrais peut-être souligner, Julien, que tu es responsable d'une revue, en tout cas que tu es au... Oui, non, mais je parle pas de ma revue, hein, je parle de comme les revues. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une revue, puis il y a des gens qu'on a invités avant, puis on ne veut plus les inviter, puis là, on se fait accuser de nuire à la réputation des gens. Donc, c'est une vraie question pour toutes les revues, pour tous les médias. Qu'est-ce qu'on fait? Wow, très belle question. C'est sûr que ce sera un peu du cas par cas, donc vous pouvez appeler pour avoir plus de détails, mais juste comprendre que la diffamation, c'est vraiment vouloir nuire à une personne publiquement. Donc, vous demeurez avec votre discrétion de vouloir ou non collaborer avec des personnes tant que c'est pas publicisé de « je ne souhaite pas collaborer avec cette personne à cause de ça ». Ça, c'est sûr que c'est plus délicat, puis, mais vous pouvez toujours essayer de vous défendre avec ça. Nous, ce qu'on fait à l'aparté, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est vraiment du côté des victimes, mais on fait de l'information juridique. Donc, mettons, pour les éditeurs, les maisons d'édition, je me répète, les salons du livre, etc., on va faire de l'information, on va faire des ateliers pour vous donner à vous les clés pour savoir comment faire. Parce que nous, c'est sûr qu'on ne veut pas se mettre en conflit d'intérêts. Donc, on ne va pas vous dire comment gérer votre plainte, mais on peut vous éduquer pour le futur. Donc, je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre réponse. Peut-être mes collègues vont y répondre. Sur la question de la diffamation, vous répondez bien. C'est-à-dire que la diffamation commence du moment qu'on publicise
les raisons de l'absence de collaboration. Là. Oui, où on en parle à tout le monde. Enfin, le problème, c'est l'idée qu'on est vraiment dans de un petit nuire. milieu où il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc, les décisions se prennent beaucoup en équipe. Si Claudia décide de ne pas inviter quelqu'un à son émission, bien, la personne qui n'a pas été invitée pourrait dire, bien, c'est pas juste Claudia qui est au courant, c'est les 3 recherchistes, c'est les réalisateurs, les réalisatrices, les producteurs. Donc là, est-ce que c'est public? C'est pas juste un choix qui est privé. C'est un choix qui peut être fait par des équipes. Donc, c'est là où ça devient la question de la diffamation. C'est pas publicisé, mais c'est pas pour autant une décision individuelle. C'est la même chose si Mme Rivet décide de ne pas inviter quelqu'un. On pourrait très bien dire que c'est sa décision individuelle, mais qu'elle a été minimalement publicisée parce qu'elle a été prise dans le cadre d'un travail d'équipe avec potentiellement le conseil d'administration qui aurait été mis au courant. Donc là, ouais. Mais je pense pas qu'il y a de réponse simple. Ben, je crois qu'en tant qu'avocate, des fois, il faut avoir un droit de réserve. Ouais. Et je vais l'avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que, au cas par cas, appelez-nous. Okay. On vous aidera, mais j'aimerais pas donner une réponse puis que ce soit mal interprété. Oui, non, parfait. Mais il peut y avoir, c'est ça, aller au cas par cas aussi. Oui, vraiment. Comme on est encore en train de se chercher. C'est ça. On est très factuel, donc on va vous demander des faits. Ouais. Oui, merci. Est-ce que c'était fini? Oui, non, mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voulaient répondre. Ouais, tu voulais-tu répondre à Julien? Oui, bien, je trouve ça intéressant de mentionner que c'est un coup que le contrat est signé. Parce que c'est différent, parce que si c'est pendant qu'on y réfléchit, c'est facile. On a tellement de choix, il y a tellement de biodiversité, justement, au Québec. On peut choisir quelqu'un d'autre, puis seuls nous le saurons. Mais après, quand le contrat est signé, c'est plus délicat. Mais j'aime ce que j'entends, ça me fait réfléchir en tout cas. Puis c'est pas juste moi qui réfléchis, je vois mes collègues de d'autres directions de salon dans la salle. On va continuer à réfléchir en tout cas, nous autres, en directeurs, directrices de salon. Mais le avant-après, si le contrat est signé, c'est vraiment plus touché. Puis c'est clair qu'on va en parler en équipe de programmation, puis tout ça. Peut-être même demander conseil à nos autres collègues de d'autres salons qui ont vécu des choses semblables pour voir. Mais l'idée de... On va juste informer la personne que le contrat est annulé, on a nos raisons. Déjà, si on ne le porte pas publiquement... C'est comme si on se créait un espace pour être responsable comme programmateur. Donc, moi, en tout cas, ça mijote, là. Dans les médias, en tout cas, il n'y a pas de contrat. C'est ça aussi. Ah oui. C'est vrai. Mais c'est peut-être là aussi où la solution d'Isabelle est intéressante quand on dit, bien là, la loi sur le statut de l'artiste, c'est-à-dire que ça aiderait à professionnaliser davantage le milieu du livre, qui est déjà quand même professionnalisé, mais qui est peut-être pas aussi professionnalisé que d'autres milieux culturels. Peut-être que le milieu de l'audiovisuel, qui est encore plus encadré que le milieu du livre. Donc, la loi sur le statut d'artiste permettrait peut-être de professionnaliser davantage, puis ça inclut des contrats, ça. À l'UNEC, ça lui permettrait d'établir des conventions collectives qui incluraient de la médiation et de l'arbitrage, notamment. Ouais, oui, la révision changerait beaucoup de choses. Ça, c'est sûr qu'on... Merci pour vos réponses. Merci pour la table ronde qui était très intéressante. C'est vraiment intéressant. Mais si je pouvais ajouter quelque chose, Julien, c'est encore là, c'est une petite portion de réponse, mais on s'est posé récemment la question pour un livre. En fait, on se demande, en fait, étant donné que dans nos livres, il y a beaucoup de dénonciations, généralement, justement, de personnes qui ont posé des gestes violents, d'agression, etc. Donc, on s'est dit, si ces gens-là en prennent conscience, qu'ils se sont reconnus dans les livres et qui nous poursuivent en diffamation, il faut qu'on puisse protéger nos autrices et nos auteurs. On se disait, est-ce que en tant qu'éditrice, on souscrit à une assurance diffamation, comme certaines maisons d'édition font? C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement cher, c'est du travail d'avocat, c'est des heures et des heures de travail. Et puis finalement, on a juste demandé les conseils d'une avocate pour se faire dire, en fait, c'est bête, là, mais de demeurer prudente dans la nomination des personnes dans ce livre-là. Et surtout, en fait, de respecter ses convictions, ses valeurs comme maison d'édition. Donc, à quel point c'est important pour vous de faire cette dénonciation-là? Pour Remue Ménage, c'est notre raison d'être. Donc, ça va de soi qu'on ne peut pas dire, on ne va pas les dénoncer. Donc, ça dépend aussi de chaque maison d'édition, je pense, à quel point c'est important pour elle disons, pour le bien collectif, ou en tout cas pour...
je pense que c'est ça. C'est une question de valeur, d'engagement politique aussi, de sensibilité. Puis, je le vois comme ça aussi, comme journaliste. Par oui, exemple, je pense que oui. aussi. Oui, le quatrième pouvoir. Oui, mais pour vrai, Oui. Mais faut-il que ça vienne à mes oreilles, par contre. Ouais. Ça aussi, je pense que ça touche tout le monde dans les médias. C'est sûr que si on n'a pas entendu rien, on ne peut pas le savoir. Donc, tout à fait. Il faut que ça se parle aussi. Donc, d'où le soutien de la communauté puis des gens. Donc, c'est ça. La force du groupe, la force du nombre va nous aider beaucoup aussi. Donc, n'hésitez pas à m'écrire des petits courriels. Bon. Y a-t-il des questions encore? Parce qu'on a 1 minute 17. Il n'y a pas de questions dans la salle. Je suis très étonnée quand même. Pas du tout. À la maison, non plus. Parce que vous pouvez y aller, c'est le temps. Il n'y en a pas non plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à dire en terminant autour de la salle? Vous étiez super bien partis, mesdames. Il me semble qu'il y avait beaucoup de... On parle de éventuellement utiliser des formes de cancellation des hommes, pas directement comme ça, là, mais je veux juste souligner, je réfléchissais à ça, puis ça ressemble beaucoup à la situation des femmes violentées qu'on sort de leur maison puis on les invite à aller ailleurs, au centre d'hébergement de femmes violentées, alors que ça serait plus simple parfois parce que la femme amène les enfants avec elle, de demander à l'homme de partir. Mais là, c'est pas qu'on demande à tous les hommes de sortir, bien évidemment pas. Je veux pas qu'on me fasse dire ça, mais c'est de cet ordre-là qu'on cherche une solution parce que sinon, le sondage de l'UNEC l'a bien révélé, les filles se privent d'aller dans des lancements, d'aller dans des repas de fête, se privent d'aller dans des lieux, au salon même, parce qu'elles ont peur de rencontrer leur agresseur, d'une part. Puis ça, il faut bien le réaliser dans ce milieu-là. C'est comme ça que ça fonctionne, le réseau. Veux-tu écrire un article pour ma revue collective? Veux-tu écrire un article pour mon collectif? Fait qu'elles perdent des sous aussi, elles perdent des contrats aussi parce qu'elles se privent et elles se soustraient de la vie publique dans une certaine mesure. Mais merci pour ces commentaires instructifs. On est justement en voie de trouver des solutions. On a beaucoup, beaucoup de réponses. Mais je pense que l'année prochaine, déjà, quand on va refaire ça, je l'espère, on aura déjà un petit peu plus de réponses. Et déjà, j'imagine qu'on aurait fait un grand pas puis qu'il y aura peut-être moins de cas dénombrés. En tout cas, on le souhaite. Puis on souhaite une révision de la loi sur le statut de l'artiste. Oui, vive l'UNEC. Merci beaucoup. Vous mettez la main là-dessus. Par ailleurs, super important, plein de références, plein d'outils, un bel appui qu'on a, notamment grâce à l'aparté. Alors, ça me permet de terminer là-dessus. Merci beaucoup, Angelica, maître Angelica Bracalante. Merci beaucoup. Merci. Isabelle Boisclair, c'était un plaisir, vraiment. Vous faites vraiment du beau travail, tout le monde. Merci, Stella Jockey. Merci, Mélanie Rivet. Et merci, Anne Migné-Lorrain, pour votre présence si éclairante. Puis on dirait que ça fait du bien. On est déjà un appel d'air avec cette discussion-là. Merci. Merci, Claudia.